Alors, bonjour tout le monde. Alors, je suis ici pour parler du cannabis médical. Je sais que tout récemment, le cannabis au niveau récréatif, ça fait beaucoup les manchettes. J'espère que vous n'êtes pas trop saturés d'en entendre parler parce que à chaque fois qu'on ouvre la radio ou la télévision, c'est tout ce qu'on en parle. Mais j'espère que je vais pouvoir quand même vous enseigner quelques nouvelles choses. Alors, un petit peu les objectifs pour la présentation aujourd'hui. Alors, on va parler de la légalisation, la différence entre le cannabis au niveau récréatif et au niveau le cannabis à des fins thérapeutiques, l'ordonnance qu'on doit procurer pour avoir le cannabis médical, un petit peu sur le cannabis elle-même, et les produits, les méthodes d'administration, un petit peu sur les recherches puis les données qu'on a sur le cannabis et le cancer. Nos protocoles de traitement. Alors, nos protocoles de traitement, on a à peu près un livre d'une 50aine de pages pour le cannabis. Alors, on va juste aborder quelques exemples de base pour voir où on peut commencer si vraiment on ne connaît pas par où commencer ou quel dosage commencer pour le cannabis. Et puis ensuite, on va parler des recherches cliniques qu'on fait en ce moment dans notre entreprise. Alors, quelques déclarations. Nous, à Santé Cannabis, on reçoit des bourses de recherche et d'éducation des producteurs autorisés pour faire le cannabis. Ces producteurs-là sont approuvés par Santé Canada. Ils nous donnent des bourses. C'est surtout pour nous aider un peu plus dans nos cliniques médicales parce que nos patients, ils ne payent pas de frais. Alors, c'est un petit peu pour aider à dépanner. Et on travaille aussi en collaboration avec une compagnie pharmaceutique, Theta Biopharma, en ce moment pour des essais cliniques, les premiers essais cliniques avec le cannabis approuvés par Santé Canada. Alors, en ce moment, alors vous voyez ici, on peut voir que le Canada, maintenant, c'est devenu, ça a pris du temps à trouver une carte plus récente, mais maintenant, le Canada est devenu zone grise, alors on est maintenant légal pour le cannabis récréatif et le cannabis à des fins médicales. Si on regarde un petit peu dans le monde, on a la misère à trouver un autre pays gris. Il y a un autre juste ici, en bas, c'est l'Uruguay. Alors, on est rien que le deuxième pays au monde à approuver et à décriminaliser le cannabis au niveau récréatif. Alors, la loi sur le cannabis, la loi au niveau fédéral, c'est la loi C-45. Alors, quelques petits repères sur cette loi-là. Alors, pour le Canada entier, on peut avoir une limite maintenant de possession de 30 grammes de cannabis séché. On peut une limite journalier. Alors, par jour, on peut se procurer 30 grammes, mais on peut continuer dans la semaine à aller en procurer plus, jusqu'à un maximum de 150 grammes à domicile. Ensuite, c'est interdit aux mineurs de moins de 18 ans, mais les lois provinciaux peuvent s'appliquer puis ils peuvent changer l'âge limite pour pouvoir procurer le cannabis. C'est interdit de faire la promotion du cannabis. Alors, on peut pas avoir des sponsors, des compagnies de cannabis dans les festivals de musique. On peut pas faire des avertissements. Et on ne peut pas faire en sorte qu'on fait de la promotion en voie d'attirer les jeunes. Alors, tous les emballages, tous les posters, tous les documents qu'on peut avoir sur le cannabis, ils ne doivent pas avoir de photographes ou de slogans qui peuvent attirer les jeunes. Si vous avez ce genre de promotion-là ou vous voyez ce genre de promotion-là, les gens sont sujets à des peines vraiment extrêmes. Ça peut être de temps de prison ou même une peine de plus d'1 million de dollars si ils font cette promotion. Alors, pour le Canada, on peut cultiver jusqu'à 4 plantes par résidence, mais je fais un bémol parce qu'il y a des restrictions du côté des provinces. Pour chaque province, il y a d'autres restrictions. Alors, ça se peut que, dépendamment de la province, on ne peut pas même avoir cette permission pour avoir 4 plantes. Alors, 4 plantes à pousser du côté récréatif. Il y a une interdiction à conduire avec des facultés affaiblies.
Et la vente des comestibles et des concentrés du cannabis, c'est prévu juste pour 1 an dans une année. Alors, la légalisation, c'était le 17 octobre. Alors, le 17 octobre 2019, à ce moment-là, c'est prévu que les produits comestibles vont être disponibles dans les magasins et en ligne aussi, à travers le Canada. Alors, on parle de produits comme les jujubes, les bonbons, les biscuits, les muffins, ces produits comme ça, les chocolats. Le cannabis à des fins médicales, par contre, le gouvernement a décidé, avec Santé Canada, qu'on va encore garder le système du cannabis médical qui existe depuis une dizaine d'années maintenant. On va encore le garder pour encore 5 ans. Puis après 5 ans, ils vont faire une révision pour voir en comparaison avec ce qui se passe dans le marché récréatif, s'ils veulent encore garder le système du cannabis médical. Les patients qui ont une permission, une autorisation pour avoir du cannabis médical, ils vont pouvoir acheter le cannabis auprès d'un fournisseur autorisé. Ils peuvent s'inscrire auprès de Santé Canada en vue de pouvoir cultiver une quantité limitée de plantes chez eux à des fins thérapeutiques. Et puis, ils peuvent aussi désigner une autre personne à faire pousser leurs plantes chez eux aussi pour leurs problèmes de santé. Alors, malgré que, on va voir tantôt qu'au Québec, ici, au niveau provincial, il y a une restriction, il n'y a pas de tolérance là-dessus. On n'a pas le droit du tout d'en faire pousser chez nous, sauf pour des fins médicales avec une autorisation spécifique de Santé Canada, une licence que vous pouvez procurer auprès de Santé Canada. Alors, ici au Québec, la loi provinciale, c'est la loi 157. Alors, la même chose, limite de possession de 30 grammes par jour, une limite à domicile maximale de 150 grammes. Alors, ça, c'est tous les membres de famille ensemble. Alors, un domicile, 150 grammes, pas chaque personne dans la maison. Une interdiction de cultiver du cannabis à des fins personnelles. Un usage interdit aux mêmes endroits où le tabac est interdit. Alors, si quelqu'un a besoin quelqu'un au niveau médical, on dit ils ont besoin, mais si quelqu'un veut fumer ou veut vaper ou utiliser leur cannabis, ils doivent quand même sortir dehors, se mettre à 9 mètres des portes, même chose que pour les cigarettes. Il y a une tolérance zéro au volant. Il y a des peines ici au Québec, ça va augmenter au-dessus de 1 000 $ si un policier vous arrête et vous donne les tests de salive et des tests d'incapacité. Et puis, il trouve que vous avez une incapacité à cause du cannabis, alors les peines peuvent être au-dessus de 1 000 $ pour cette infraction. Un employeur peut encadrer l'usage du cannabis ou l'interdire complètement. Alors, l'employeur peut le faire, mais encore, les règles pour le cannabis à des fins médicales restent. Alors, si vous avez une autorisation de votre médecin pour du cannabis thérapeutique, vous pouvez encore l'utiliser à votre travail selon les consignes que votre médecin ou votre infirmière vous a données. Il y a un usage interdit sur tous les lieux qui accueillent les mineurs, alors les pistes cyclables, les parcs, les écoles, les établissements de santé, les aires de jeu. Et puis tout récemment, avec le nouveau gouvernement CAQIS, mais il pense interdire dans tous les lieux publics d'emblée. Alors, pas rien que les lieux où on va trouver les jeunes, mais tous les lieux publics, les parcs municipaux inclus. Alors, la semaine passée, les 3 premiers magasins de la SQDC sont ouverts. Il y avait des longues files d'attente. Et puis, on prévoit ouvrir environ 20 magasins ici au Québec. Ce sont les seuls vendeurs autorisés
pour vendre le cannabis sur le marché récréatif ici dans cette province. C'est interdit aux mineurs de 18 ans, mais avec le gouvernement caquiste, il prévoit changer ce règlement pour que ça soit une interdiction pour les 21 ans et moins. Il y aurait 150 produits disponibles. Alors, ça peut être des huiles, des bouteilles d'huile de cannabis, des joints préformés, du cannabis séché, frais, dans des boîtes. Alors, c'est les mêmes produits qui sont en ce moment disponibles auprès des fournisseurs du cannabis médical. Et puis, les produits, comme j'avais dit, doivent être dans des emballages assez neutres. Alors, si on regarde, ça, c'est une photo que on a fait une visite à la SQDC. Ils nous ont invités de voir un petit peu. Et puis, on peut voir si ça ressemble un petit peu à une pharmacie. Si on va aller en Colombie-Britannique, où ils sont autorisés en ce moment pour avoir rien qu'un magasin, mais si on rentre dans ce magasin-là, ça a l'air vraiment comme un magasin Apple. C'est vraiment... si vous allez en ligne pour aller le voir, c'est vraiment quelque chose. J'ai pas cru que c'était un magasin de cannabis à vue d'œil. La formation. Alors ça, j'étais un petit peu surprise là-dessus. La formation, on a offert nos services à nous, puis les services qu'on offre auprès des hôpitaux habituellement pour la formation des infirmières qui travaillent avec le cannabis. Ils ont décidé que non, il n'y avait pas un besoin vraiment de former les gens pour s'adresser aux patients qui peuvent entrer dans les SQDC. Alors, eux et le ministère des Services sociaux, ils ont décidé d'offrir une formation qui est plus axée sur juste comprendre c'est quoi les effets du cannabis, les risques du cannabis, une petite introduction sur la botanique du cannabis, alors juste les différentes souches de cannabis qui peuvent exister, à connaître les 150 produits, évidemment, et puis juste à conseiller la clientèle d'être prudent quand ils utilisent le cannabis. Mais les critères d'embauche, on peut voir en bas ici qu'ils ne sont pas très exigeants. Alors, ça doit juste être quelqu'un qui a au-dessus de 18 ans, qui a une scolarité au niveau secondaire, et puis qui tient un petit peu d'expérience au niveau de la service à la clientèle. J'ai de la misère avec. Alors, qui sommes-nous à Santé Cannabis? Je sais que pas tout le monde nous connaît très bien. Alors, nous, on regroupe 4 cliniques médicales, et puis 4 cliniques médicales spécialisées rien que dans l'ordonnance et la prescription, l'éducation sur le cannabis. Alors, on a des emplacements à Sherbrooke, à Québec, au West Island, à Pointe-Claire, puis dans le village gay ici, sur la rue Amherst. On déménage bientôt à Westmount Square. On est ouvert depuis 2014. Et depuis l'ouverture de nos portes, on a accueilli à peu près 5000 patients. On a 2000 médecins ici au Québec qui nous ont référé leurs patients pour le cannabis thérapeutique. On reçoit à peu près 200 demandes de consultation par semaine. On voit une soixantaine de patients par jour dans nos cliniques. Alors, c'est assez achalandé et c'est rien que pour un traitement de symptômes avec du cannabis. On a des protocoles, bien sûr, pour les adultes qui utilisent du cannabis, mais on a aussi des protocoles pédiatriques. Les seuls protocoles pédiatriques qu'on a pour le cannabis, c'est pour les enfants qui ont de l'épilepsie et pour les enfants qui sont en fin de vie, qui sont en soins palliatifs avec les tumeurs cérébraux. Alors, on a un petit protocole, on fait des études de cas qu'on va publier bientôt sur les protocoles auprès d'enfants en fin de vie avec des tumeurs. Alors, comment référer un patient chez nous? Alors, on regroupe environ une douzaine de médecins. Je pense qu'on a 13 médecins et une équipe d'infirmières, environ 15 infirmières auxiliaires puis infirmières cliniciennes. Alors, comment référer à un de nos médecins? Nos médecins sont des spécialistes dans toutes sortes de domaines. Alors, on a des spécialistes en gastro-entérologie, en oncologie, en soins palliatifs. On a plein de médecins de famille aussi.
Et certains sont des médecins-chercheurs aussi. Alors, mais ils ont tous décidé de prendre une partie de leur journée pour venir faire une clinique avec nous. Alors, comment faire la référence? Si vous allez sur notre site web ou si vous appelez à notre numéro que je vais avoir à la fin, vous pouvez remplir la demande de consultation en ligne ou nous le faxer. Il faut indiquer le diagnostic principal du patient et le diagnostic secondaire et le symptôme qu'on veut traiter avec le cannabis. Alors, le cannabis, on ne l'utilise pas pour des fins curatives. On ne l'utilise pas pour des fins de traitement pour la maladie. C'est vraiment pour le traitement de symptômes dus à une autre condition ou un état de santé. Ensuite, on doit, dépendamment du diagnostic, nos assistants de recherche ou nos assistants médicaux vont demander pour certains rapports médicaux sur le patient. On demande toujours pour une liste de médicaments aussi des dernières 5 années. Alors, sur la demande, il faut aussi indiquer certaines conditions parce que le cannabis, ça vient avec plein de contre-indications. Alors, quelques-unes des contre-indications qu'on va demander que vous nous de souligner, ça serait si la personne a une maladie cardiovasculaire stable ou instable, actif ou instable, je veux dire, l'hypertension non contrôlée, des troubles d'épisodes psychotiques, des troubles d'usage de substances problématiques. Alors, ça peut inclure les opiacés et aussi des substances illicites comme d'autres drogues sur le marché noir. Et c'est très important aussi de indiquer c'est quoi les traitements thérapeutiques que le patient a déjà essayé. Alors, c'est quoi les médicaments qu'ils ont essayés, lesquels qu'ils ont arrêtés et pour quelles raisons. Alors, le modèle de santé cannabis, et on utilise ce modèle maintenant dans certains programmes, dans certains hôpitaux ici à Montréal, comme projet pilote, mais notre modèle est comme ci. Alors, le médecin référent va nous référer leurs patients. Ensuite, on a des assistants de recherche et des assistants médicaux qui vont appeler le patient, appeler les médecins, les infirmières qui nous ont référé leurs patients pour demander plus de rapports, plus d'informations. On a des listes de critères d'inclusion et d'exclusion. Alors, ils vont passer à travers toute cette liste-là. Ensuite, quand le patient va venir chez nous, ils vont rencontrer une infirmière en recherche. Les infirmières en recherche sont toutes des infirmières cliniciennes. Pourquoi en recherche? C'est parce que tous les patients, toutes les données qu'on recueillit des patients, ça va rentrer dans une base de données. Et puis après, avant, c'était une base de données qui était associée avec le registre du Québec pour le cannabis. Ce registre est maintenant abrogé. Alors, nous, on garde quand même notre registre à nous, une base de données sur les diagnostics, sur le succès des traitements, sur le suivi des patients, sur les effets secondaires, les effets adverses aussi auprès de nos patients. Et puis, cette information-là est utilisée par les producteurs autorisés du cannabis. Alors, quand on va aller voir l'infirmière de recherche, elle va faire une collecte de données. On va faire une historique, on va faire regarder tous les antécédents médicaux. On va faire un petit dépistage auprès du patient et obtenir le consentement du patient pour la recherche. Je prends un petit pardon. Et ensuite, ils vont aller voir notre médecin. Alors, avec le médecin, ils vont faire l'évaluation et ensuite élaborer un plan de traitement avec le patient. Alors, le plan de traitement, ça va inclure quel genre de cannabis, quelles souches qu'ils vont peut-être prendre, quel dosage qu'ils vont entamer, le type de cannabinoïdes qu'on va voir tantôt qu'ils vont avoir dans leur traitement et pour quelles raisons. Et après, le médecin, ils vont aller voir une éducatrice. Alors, les éducatrices sont toutes des infirmières auxiliaires. Ils vont aider le patient à s'enregistrer, faire leur inscription auprès d'un producteur autorisé.
Faire le choix des produits. Maintenant, les produits ne sont pas couverts par une assurance, par la RAMQ. Alors, pour faire le choix, souvent, c'est une grosse question de budget. Alors, parmi tous les milliers de produits qui sont disponibles avec les producteurs, on va les aider un petit peu à choisir les bons produits, les bonnes souches. Et puis les aider aussi à faire la commande, comment recevoir le cannabis chez eux et comment commencer à prendre le cannabis. Et ensuite, on envoie toujours un rapport au médecin référent sur c'est quoi le traitement avec le cannabis qu'on va recommander aux patients. Souvent, ce qui arrive, c'est que nous, on ne gère pas le dossier médical du patient, on gère juste son dossier du côté du traitement du cannabis. Alors, si par exemple, le patient et le médecin décident de changer sa médication ou changer ses thérapies, ça va aller au médecin référent à le faire. Nos médecins à nous ne vont pas faire ces recommandations-là ou ils ne vont pas aussi changer les prescriptions que le patient a déjà du côté des médicaments. Et puis, on assure tout le temps un suivi de 1 à 3 mois. Alors, nos patients, ils reviennent souvent nous voir, mais au minimum, au maximum, ils viennent à chaque 3 mois. Alors, c'est quand même beaucoup de suivi auprès des patients, mais vous allez voir après pourquoi. Le cannabis, c'est pas un médicament typique. C'est pas reconnu comme un médicament. Un traitement formel. Alors, ça prend beaucoup de suivi, beaucoup d'accompagnement avec le patient pour trouver les bons dosages, pour trouver les bonnes souches. Il y a une vaste gamme de choix. Alors, ça devient très difficile pour une personne d'aller en ligne trouver eux-mêmes leurs produits. Et puis, ça, on en a parlé. Alors, je voudrais juste souligner la dernière ligne, que le cannabis est considéré ici au Québec seulement comme traitement de 4e ligne. Alors, on doit vraiment démontrer, avant même de pouvoir écrire une autorisation, écrire une prescription, de vraiment démontrer que le patient a passé à travers d'autres traitements, d'autres thérapies, d'autres choix qui sont disponibles, qu'ils ont essayé des médicaments, qu'ils sont passés à travers d'autres cliniques un peu plus, disons, traditionnelles. Et puis, ils ont essayé toutes sortes de médicaments et pour quelles raisons qu'ils ont essayé ou s'ils ont... pour quelles raisons qu'ils ont décidé d'arrêter ces traitements-là. Puis ensuite, on pourra, à ce moment-là, écrire l'ordonnance. Alors, c'est quand même beaucoup de travail de présélection avant même d'accepter les patients. On a vu, j'avais mentionné, on a vu à peu près 5000 patients, mais on a aussi refusé, en plus de ça, on a refusé un bon 3000 patients jusqu'à date. Alors, c'est pas tout le monde qui peut rentrer à Santé Cannabis puis ils vont automatiquement avoir une prescription pour le cannabis. Il y a quand même un processus de sélection qui est quand même assez rigoureux. Alors, pour l'ordonnance, la seule chose qui est indiquée sur l'ordonnance, c'est le nombre de grammes par jour que la personne est autorisée à prendre et pour combien de mois. C'est la seule chose que les producteurs ont besoin, que les producteurs sont autorisés à avoir strictement. Alors, on ne peut pas indiquer quelle souche qu'on veut recommander aux patients sur la prescription. On ne peut pas indiquer si on préfère que le patient prend un tel cannabinoïde versus un autre. Mais pour les patients, pour certains patients et avec certains producteurs seulement, pas tous les producteurs, on peut indiquer des restrictions. Alors, surtout pour les patients au niveau pédiatrique, on va faire des restrictions au niveau de certains types de cannabinoïdes. Et pour surtout les patients qui ont des problèmes d'abus d'opiacés ou d'abus d'autres substances, on va indiquer des restrictions. Mais ce n'est pas tous les producteurs qui acceptent ces restrictions. Alors, un patient peut prendre l'ordonnance et aller trouver un producteur et commander ce qu'ils veulent. Mais avec nous autres, souvent, la majorité de nos patients sont naïfs au cannabis. Ils n'ont jamais utilisé le cannabis avant ou ils ont seulement essayé quelques fois dans la jeunesse pour des raisons sociales. Alors, souvent, ils vont plus se fier sur nos recommandations. Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est des recommandations. Alors, ce n'est pas une prescription formelle comme vous êtes habitué à avoir avec les autres médicaments.
J'ai vraiment de la misère avec le petit bouton. Alors, pour les objectifs de traitement, alors même avant que le patient peut sortir de notre établissement, on va vraiment essayer d'établir avec eux des attentes réalistes par rapport à leur traitement avec le cannabis. Alors, vraiment, pour le cannabis, ça va être vraiment pour le contrôle des symptômes, pour l'amélioration fonctionnelle, et c'est une grosse majorité de nos patients, c'est souvent parce qu'ils veulent réduire le nombre de médicaments qu'ils prennent en ce moment pour aller avec quelque chose qu'ils considèrent un peu plus naturel. Mais ils veulent être accompagnés par un professionnel de la santé pour le faire. Et puis, souvent, c'est surtout pour augmenter la qualité de la vie. Si c'est un traitement en 4e ligne, ça veut dire que ces patients-là ont vraiment passé à travers plein d'autres traitements. Ça fait des années, des mois qu'ils ont tout essayé. Ils viennent souvent, quand ils rentrent chez nous, ils sont souvent dépourvus d'espoir. Alors, c'est ça, on veut établir avec eux quand même des attentes réalistes que le cannabis, ça se peut que ça va les aider, mais ça se peut aussi que ce n'est pas un traitement pour eux. Ça ne fonctionne pas pour tout le monde, comme tout autre médicament. Alors, vraiment, de ne pas mettre l'emphase sur le fait que maintenant, ils ont trouvé la solution miracle. Ce n'est pas la solution miracle. C'est un traitement comme tout autre qui peut fonctionner pour certains et peut ne pas fonctionner pour d'autres. Et puis, c'est ça. Très, très souvent, surtout avec les patients en oncologie, ils vont rentrer puis chercher à avoir un traitement curatif pour le cancer avec le cannabis. Alors, nous, on doit vraiment établir que nous, on n'est pas mandatés et on ne supporte pas un traitement avec le cannabis à des fins curatives. C'est vraiment à des fins de traitement pour les symptômes, pour aider à améliorer un petit peu la qualité de la vie. Les catégories de personnes qui, d'emblée, on va refuser à notre clinique, ça va être surtout des jeunes de moins de 25 ans, sauf pour s'ils ont des conditions d'épilepsie et sont en fin de vie. Les personnes ayant un historique de dépendance. Alors, s'ils sont en traitement pour la toxicomanie, ils ont de la difficulté vraiment à suivre les traitements pour la toxicomanie ou ils ont vraiment un historique abusif de substances, à ce moment-là, souvent, on va refuser ces patients-là. Mais on va prendre quand même certains patients avec ces problèmes-là un peu pour mitiger les méfaits de ce qu'ils prennent en ce moment pour s'automédiquer. On va essayer de les prendre en charge pour les aider à diminuer ce qu'ils prennent comme drogue, puis essayer de les accompagner un petit peu pour augmenter la surveillance des substances qu'ils prennent. On va toujours refuser quelqu'un qui a un historique de psychose. Les personnes qui sont atteintes de maladies cardiovasculaires et respiratoires, mais non contrôlées. Les femmes enceintes ou qui allaitent. Et puis, les ex-fumeurs qui peuvent, dépendamment de l'évaluation extensive, c'est quand même une évaluation de 45 minutes avec l'infirmière. Puis à travers ça, ils vont voir si une personne peut être à risque à une récidive pour le fumer. Alors, je vais juste sauter celle-là. Je pense qu'on a pas mal passé à travers. Alors, ici au Québec, on suit... Alors, notre clinique à nous, on est jusqu'à la semaine passée, on était le seul moyen vraiment légal d'obtenir le cannabis par autorisation avec nos médecins. Si vous voyez d'autres cliniques dans les rues, c'est marqué clinique, puis une belle photo du cannabis. Ces cliniques-là ne sont pas des cliniques traditionnelles, ils sont plus des dispensaires, ils sont illégales. Après quelques mois, une année, ils vont souvent déménager parce que quelqu'un les a rapportés à l'ordre.
Alors, la seule place vraiment où les gens peuvent avoir du cannabis légal, c'était avec nous autres. Et nous, on fait la formation pour d'autres cliniques qui veulent ouvrir, qui acceptent de suivre les lignes directrices du Collège de médecins. Alors, les lignes directrices du Collège de médecins pour le cannabis, ça a été changé tout récemment. Ça fait 1 mois maintenant. Alors, avant, c'était plus difficile pour les médecins de prescrire le cannabis parce qu'il fallait faire partie d'un projet de recherche ou aussi être membre du registre du cannabis du Québec. Alors, souvent, ça, c'était une ligne qui empêchait les médecins vraiment à rentrer dans l'éducation puis d'accepter de prescrire aux patients parce que c'était un petit peu compliqué de monter un registre, de monter un projet de recherche, d'envoyer tous nos données analysées au registre du Québec. Alors souvent, les médecins ont refusé à cause de ça. Maintenant, ils ont facilité la tâche. On n'a plus besoin, si vous êtes médecin, de faire partie d'un projet de recherche. Vos patients qui vont obtenir le cannabis n'ont plus besoin d'être enregistrés dans un projet de recherche. Et puis, le suivi aux 3 mois, c'est plus obligatoire. Alors, souvent, le temps manque avec les médecins. Alors, suivre un patient à chaque 3 mois, c'est pas évident. Alors, maintenant, c'est plus obligatoire si vous considérez que votre patient est stable. Vous pouvez lui donner sa prescription pour un 12 mois, puis le laisser gérer son propre traitement de cannabis. Les choses qui sont maintenues, mais qui sont importantes à souligner dans les lignes directrices, c'est que le cannabis, c'est ça, elle ne peut pas être un traitement de premier choix. La téléconsultation, alors par voie de Skype, par voie de télémeetings, Meetings, par voie de Google Hangouts, c'est interdit pour la première visite avec le patient. Vous devriez, si vous êtes infirmière praticienne ou médecin, les deux seuls qui peuvent, et les infirmières praticiennes vraiment en délégation d'un médecin en particulier, ils peuvent pas faire la téléconsultation pour la première visite. Pour les visites de suivi, c'est correct, mais pour la première visite, le patient doit vraiment venir chez vous rencontrer. Alors, nous, on a des patients qui viennent de Royan, Noranda, qui viennent de Trois-Lions du Nord, ils font le voyage juste pour venir avoir la première prescription. Mais après ça, la téléconsultation, c'est permis. L'ordonnance ne peut pas être facturée. Alors, tous nos patients qui viennent dans notre clinique, ils ne payent pas de frais. Le médecin ne peut pas facturer cette ordonnance-là. Nos médecins sont payés par la RAMQ, par contre, mais ils ne peuvent pas faire ni de promotion pour un producteur versus un autre. Et puis, c'est ça, on peut pas les charger de frais. C'est interdit de vendre ou de fournir de cannabis. Alors, souvent, les autres endroits où c'est marqué clinique, puis vous rentrez dedans, souvent, ils vont souvent avoir des produits de cannabis. Chez nous, il n'y a pas de cannabis sur les lieux. On facilite seulement le processus pour comment obtenir le cannabis auprès des producteurs. Les producteurs, souvent, les patients vont procurer leur cannabis en ligne ou par téléphone, et c'est envoyé chez eux par la poste, par Poste Canada. Et puis, tout médecin traitant doit être informé. Alors, on doit garder quand même une collaboration avec le médecin référent du patient. Le choix de son fournisseur ou son producteur autorisé, ça doit être libre au patient. Alors, mais en ce moment, il y a 119 producteurs autorisés. Il y a une vaste gamme de choix de producteurs. Alors, souvent, les patients chez nous, on va les recommander quelques-uns, puis ça va faciliter la tâche un peu. Mais le patient peut, en théorie, si vous avez juste à fournir le nombre de grammes puis le nombre de mois, le patient peut prendre cette ordonnance-là et procurer n'importe quel produit auprès de n'importe quel producteur. Alors, nos patients ici. Chez nous, plus de 50% de nos patients ont au-dessus de 50 ans.
Et puis, plus de 50% de nos patients sont naïfs au cannabis. Ils n'ont jamais utilisé de cannabis ou autre drogue dans leur vie, drogue illicite, ou ils ont seulement essayé une couple de fois en jeunesse, ou peut-être à Noël, Nouvel An, ils ont essayé quelques puffs, mais vraiment d'emblée maintenant, ça a vraiment été une différence. En 2014, quand on avait ouvert, la majorité, en fait, tous les patients qui se sont présentés à nos portes, ils avaient tous déjà utilisé du cannabis. Ils avaient une habitude avec, ils connaissaient plus que nous autres sur le cannabis. Mais maintenant, c'est un peu renversé, puis on se retrouve avec la majorité des patients soit qui ne connaissent pas beaucoup sur le cannabis ou qui l'ont jamais considéré, même à y toucher pour un traitement. Et les diagnostics principaux qu'on voit chez nous, alors, plus de 60% de nos patients viennent pour une douleur chronique reliée à un autre état de santé. Et puis, le deuxième diagnostic qui est le plus commun chez nous, c'est le cancer. Mais les autres diagnostics peuvent être l'arthrite, beaucoup de santé, des troubles de santé mentale, alors beaucoup de personnes qui rentrent pour les problèmes de dépression, d'anxiété, des maladies inflammatoires de l'intestin, alors le Crohn's, l'inflammation, les colites, on a beaucoup de patients avec ça. Et les autres, c'est la sclérose en plaques, les troubles de mouvement, l'épilepsie sont les autres conditions qu'on voit les plus souvent. Alors, le cannabis a des fins médicales. Alors, on parle beaucoup de cannabinoïdes. Les cannabinoïdes sont des molécules qui offrent la fonction thérapeutique de la plante du cannabis. On a 2 molécules parmi à peu près 140 molécules de cannabinoïdes qu'on connaît très bien. Alors, on connaît le THC, le tétrahydrocannabinol, et le CBD, qui est le cannabidiol. Alors, ces deux-là, on entend beaucoup. Sur les étagères de la SQDC, les produits sont marqués rien qu'avec les taux de THC puis de CBD. Les autres cannabinoïdes ne sont pas très bien connus, alors, et c'est difficile de vraiment mesurer le taux des autres. C'est vraiment, le traitement de cannabis, c'est vraiment en fonction d'un mélange de tous ces cannabinoïdes, puis de terpènes, puis d'autres molécules. Mais les deux qu'on connaît le plus, c'est ces deux-là. C'est les deux qui ont... qu'on voit il y a le plus de recherches sur ces deux-là. Alors, c'est pour ça qu'on parle de ces deux-là, puis on les marque sur les emballages. Alors, le THC, c'est un molécule qui aide beaucoup au niveau du traitement des symptômes. Il y a un effet intoxicant. Alors, le THC, c'est celui qu'on connaît du côté récréatif comme donnant le high, ou c'est ce que les gens prennent pour devenir un petit peu plus jolis, pour avoir les effets euphoriques du cannabis. Mais c'est aussi une molécule qui traite beaucoup pour la douleur, alors comme analgésique, beaucoup pour les nausées puis les vomissements, alors anti-émétique, c'est antispasmodique, anti-inflammatoire, ça stimule l'appétit. Alors on recommande souvent des produits avec un haut taux de THC chez les patients qui ont plus d'appétit. C'est un anxiolytique, alors beaucoup pour les patients avec l'anxiété, mais dans la sélection des produits pour l'anxiété, ça dépend vraiment du type des types de souches. Alors, il y a des souches qui sont très stress stimulants, qu'on ne veut pas donner à des patients anxieux, et il y a d'autres souches qui sont très, très, très sédatifs. La difficulté dans le choix des souches, c'est chez les producteurs. Souvent, ils sont en rupture de stock. Et souvent, ils vont indiquer le nom d'une souche sur un produit qui n'est pas la bonne, qui n'est pas la souche qu'elle est supposée être. On a souvent ce problème-là. Alors, nous, on peut choisir parmi les producteurs qu'on connaît un peu plus, qui sont un peu plus, ils sont plus rigoureux, sont plus consistants. Puis, on peut dire aux patients Ah, vraiment? Ah non! C'est déjà l'heure? Ah non! J'ai tellement de stock! OK, on va aller vite.
Le CBD, alors, un effet non intoxicant. Alors, si on prescrit quelque chose avec du CBD, souvent, ça va aider, si on a besoin de THC, ça va aider à réduire les effets intoxicants du CBD. Ça dépasse quand même la barrière hémato-encéphalique, mais elle est non intoxicante. Alors, on l'utilise souvent pour le traitement anti-inflammatoire chez les patients aussi. Les effets secondaires ici. Alors, je pense que je vais vous laisser les effets secondaires parce que vous allez recevoir la présentation. On va passer à l'autre vite. Alors, l'importance du cannabis dans le traitement, c'est vraiment le titrage du produit et le dosage et la fréquence qu'on prend le produit. Alors, ici, je voulais juste démontrer dans une de nos essais cliniques, on avait comparé les patients qui prenaient une dose maximale de cannabis versus les patients qui faisaient un titrage vraiment graduel de cannabis. Et on voyait une réduction vraiment significative des effets secondaires chez les patients. Alors, l'important, c'est de commencer à très petite dose et d'augmenter très graduellement pour permettre aux patients de développer un niveau de tolérance, puis tranquillement à réduire la durée puis le nombre d'effets secondaires. Alors ici, je perds un petit peu de temps, mais ici, c'est un tableau qui démontre que les patients qui prenaient une dose maximale, un joint au complet, une capsule au complet dans la journée, ils avaient tout de suite des effets secondaires. La vertige, les céphalies, les nausées, la sécheresse aux bouches, les tachycardies, c'est surtout les symptômes qu'on voit avec les patients qui prennent des doses maximales. Et ensuite, après une semaine de titrage dans l'autre groupe, on pouvait démontrer que la plupart des patients avaient pas d'effets secondaires après une semaine, puis ils pouvaient continuer après à prendre le cannabis sans effets secondaires avec un niveau de tolérance qui était plus haut. Alors, dans notre clinique, on a sorti les données sur le nombre de patients qui avaient des effets secondaires. Alors, parmi 4265 patients, on avait 935 qui avaient des effets secondaires, mais la majorité, c'est des effets très légers qui ne nécessitaient pas d'intervention médicale. Et puis, on n'avait pas jusqu'à date, pas de patients qui avaient des symptômes assez sévères qui nécessitaient de l'hospitalisation ou qui présentaient un danger pour leur vie. On avait 4 patients parmi les 4000 qui nécessitaient un rendez-vous chez nous avec notre médecin ou quelques journées dans l'hôpital. Mais c'est vraiment à cause de l'aspect du titrage puis l'introduction graduelle du cannabis qu'on peut voir que on posait moins de danger à nos patients. Okay. On va sauter celle-là. Alors, les produits. Alors, pour les produits, au niveau des assurances, est-ce que c'est couvert par les assurances ou non? Alors, les produits ne sont pas couverts par la RAMQ. Mais si il y a une couverture sélective avec nos patients qui sont avec la CNST, la SAQ et surtout les affaires des vétérans, les affaires des vétérans, ils vont toujours couvrir, même si c'est une dose ridicule de cannabis ou tous les produits de cannabis, ils vont toujours le couvrir. Pour les autres, c'est vraiment un processus sélectif. C'est pas tous les patients qui ont du succès à pouvoir obtenir un couvrage avec assurance avec ces produits. Il y a un courage quand même pour les produits qui sont déjà disponibles en pharmacie. Alors, on a un produit qui s'appelle Nabilon ou le Sesamet. C'est un cannabis synthétique. Ça existe depuis une dizaine d'années déjà. C'est légal partout. Vous pouvez voyager avec et c'est couvert par la RAMQ. Et votre médecin peut le prescrire sans venir nous voir. Et l'autre, c'est le Sativex. Alors, lui, c'est un couvrage très sélectif par la RAMQ. Elle est très chère. Pour les patients, mais c'est un produit naturel de cannabis qui est disponible en ce moment en pharmacie pour les patients. Alors, c'est les deux seuls produits qui sont disponibles en pharmacie. Alors, le Sativex et le Sesamet. C'est quoi les coûts?
des produits. Alors, le cannabis séché, en ce moment, auprès des producteurs, c'est environ 2 à 17,50 le gramme. Mais à la SQDC, c'est de 6 à 8 par gramme pour tous les produits. Alors, le gouvernement a installé des prix fixes à la SQDC. Alors, les producteurs du côté médical, maintenant, sont en concurrence avec les magasins du gouvernement. L'huile de cannabis, c'est souvent 50 à 250 la bouteille. Les patients qui commencent seulement, ils vont probablement finir une bouteille en dedans de 2 mois. Les patients qui ont une haute tolérance au cannabis puis l'utilisent de façon habituelle, des fois, ils vont payer ça, ce prix-là par mois. Et ça vient de leur poche. C'est pas couvert par les assurances. À la SQDC, le prix est moindre, alors 39,50 ou bien 82 et 30 pour dépendamment de la compagnie qui a fourni le produit. Et ça, c'est taxes incluses. Tandis que chez les producteurs à des fins médicales, les taxes ne sont pas incluses, les frais d'envoi ne sont pas inclus aussi. Et aussi, il y a des cannabis en capsule. Alors, les cannabis en capsule, c'est à peu près 50 à 200 la bouteille auprès des producteurs. C'est 44 et 90 sous auprès à la SQDC. Alors, en ce moment, c'est sûr, on fait beaucoup de la concurrence avec le gouvernement au niveau des produits. Les assurances collectives, alors finalement, à partir de l'année passée, ils ont finalement commencé à offrir un courage pour des patients qui utilisent le cannabis. Alors, certaines compagnies seulement, Desjardins, Sun Life, Manulife surtout, et seulement pour certaines conditions seulement. Alors, ici, j'ai marqué les douleurs aiguës, les nausées et vomissements causés par les traitements de cancer, les douleurs neuropathiques, le VIH, le sida, les symptômes de spasticité liés à la sclérose en plaques seulement, et les patients en soins palliatifs. Alors, mais les compagnies commencent à offrir parce qu'ils reçoivent une grosse demande. Alors, les médecins maintenant sont aussi plus sollicités d'offrir la lettre de traitement auprès de ces compagnies. OK. Alors, vite, très, très vite. Les méthodes d'administration. Alors, on a l'ingestion. Alors, on peut prendre le cannabis soit en forme d'huile, et soit en forme de spray, en forme de résine ou bien mélangé dans des produits comestibles. On a aussi l'inhalation qu'on peut fumer ou bien qu'on peut vapoter. Chez nous, on recommande surtout de vapoter parce que on chauffe le cannabis à une moindre température, on cause moins de combustion, on cause un petit peu moins de danger au niveau du fumée. Comparé aux fumées qu'on peut avoir. La vape, ça produit un aérosol. Alors, c'est un air qui est chauffé, qui est beaucoup plus tolérable, moins irritant que le fumée et qui amène aussi moins d'effets secondaires reliés à la fumée et des complications pulmonaires. Ça, c'est d'autres choix de vape. Alors, c'est vraiment un market maintenant pour les produits de cannabis et aussi pour les produits de vape. Et d'autres voies d'administration, ça peut être en forme de capsule. C'est pas disponible en forme topicale. Les produits topiques, c'est vraiment, on peut utiliser l'huile directement en forme topique, mais il y a certaines compagnies qui vont vendre l'huile, ils vont vendre une crème, une lotion régulière à part, puis vous pouvez combiner les deux, mais ils n'ont pas le droit de vendre une crème avec du cannabis à l'intérieur. Le cannabis, ça fonctionne vraiment à travers... le cannabis, ça a une absorption vraiment à travers de la matière grasse. Alors, juste le mettre sur la peau, ça souvent va pas avoir un effet thérapeutique. Mais en mélangeant avec une crème, ça peut traverser la barrière et puis offrir peut-être un soulagement. Puis, on a aussi certaines compagnies qui vont offrir des recettes et des kits pour que le patient puisse fabriquer eux-mêmes des suppositoires. OK. Alors, vraiment, c'est comment choisir le cannabis. Alors, un produit séché par inhalation. Quand on fume ou on vape le cannabis, on va
avoir un effet thérapeutique très rapidement. Ici, c'est marqué 5 à 15, mais si quelqu'un fume un joint, il va ressentir quelque chose déjà après 30 secondes à 1 minute. La durée d'action est de à peu près 2 à 4 heures versus l'ingestion. Alors, l'huile de cannabis, les produits comestibles, la rapidité d'action est plus longue. Alors, après une demi-heure, 90 minutes, même 2 heures avant d'avoir un effet thérapeutique, mais la durée est plus longue. Ça va durer de 4 à 8 heures. On a des patients qui vont prendre quelques gouttes d'huile, puis ça va durer un soulagement de leurs symptômes pour 12 heures. Alors, on peut comparer l'inhalation et l'ingestion avec un médicament de longue durée, à action de longue durée ou action de courte durée. Et le cannabis et le cancer, alors le petit mot, je pense que je vais laisser ça en petits mots à la fin. Alors, les résultats du cannabis avec le cancer. Alors, on a beaucoup d'histoires sur l'Internet anecdotales sur le fait que le cannabis, en prenant le cannabis, le patient a pu arrêter la progression de ses tumeurs, a pu guérir son cancer, mais jusqu'à date, il n'y a pas eu de recherche ou d'essais cliniques qui démontrent le fait que le cannabis peut être un traitement curatif. C'est vraiment des cas anecdotales. Et puis, si on rentre dans ces cas-là, on peut voir souvent que le patient a aussi changé plein d'autres choses dans leur traitement, leur diète, etc. Les publications et la recherche, ça a augmenté durant les derniers 20 ans. Alors, beaucoup d'intérêt pour le fait de voir si bien, oui, le cancer peut être curatif. Alors, en ce moment, les résultats démontrent que, et c'est les résultats seulement dans les recherches avec les souris ou bien en laboratoire, il n'y a pas maintenant de recherche chez les humains, des recherches qui sont vraiment evidence-based avec des groupes de contrôle puis la méthode scientifique comme il faut. Mais ça démontre en ce moment que oui, le cancer peut diminuer la progression des tumeurs, des cellules cancéreuses. Ça peut arrêter la progression de ces tumeurs. Ça peut réduire la taille des tumeurs et puis aussi causer l'arrêt et la mort des cellules cancéreuses, mais seulement maintenant au niveau laboratoire puis au niveau et chez les souris. Chez les humains, ça n'a pas encore été démontré d'emblée dans des recherches traditionnelles et rigoureuses. Alors, si on peut voir ici au niveau des gliomas, on peut voir avec un traitement, c'est marqué CB1, CB2, c'est les récepteurs pour le THC et le CBD, une diminution de la taille des tumeurs, puis la mort des cellules cancéreuses. Alors, c'est ça. Alors, en général, la même chose pour les tumeurs du cerveau. C'est démontré que, oui, chez les souris, il y a une régression des tumeurs. Dans le laboratoire, on a la mort des cellules des gliomes et l'inhibition de l'angiogénèse de la tumeur. Alors, jusqu'à date, c'est les seules recherches qu'on peut voir du côté des tumeurs du cerveau. Les cannabinoïdes, en général, vont inhiber l'invasion des cellules tumorales, mais on ne connaît pas encore c'est quoi leur cible moléculaire. Alors, on ne connaît pas c'est quoi leur mécanisme d'action, comment ça se fait que dans ces tests, on voit un arrêt de la progression des tumeurs. On ne connaît pas cette information-là. On ne peut pas recommander aux patients maintenant que oui, il y aurait possibilité que le tumeur peut diminuer ou bien s'arrêter dans sa progression. Souvent, si on regarde dans les études de cas où les patients réclament que le cannabis a fonctionné pour arrêter le cancer, on voit que ces patients-là ont pris des doses énormes, très extrêmes de cannabis. Le cannabis qu'on prescrit dans notre clinique, vraiment pour les symptômes, c'est de très petites doses. C'est pas de doses qui se comparent du tout aux doses qu'on peut trouver chez les patients qui réclament que leur cancer a été arrêté avec le cannabis. Et bien sûr, avec des grosses doses de cannabis, ça peut amener aussi des gros effets, un taux élevé d'effets secondaires et un taux de dépendance extrême chez ces patients-là. Le cannabis, c'est un produit qui peut causer de l'addiction. C'est un produit qui peut causer une dépendance. Alors,
même si, oui, ça peut soulager certains symptômes. Si le patient, tout comme d'autres médicaments, tout comme des opiacés, s'il continue à augmenter puis à en prendre de plus en plus, il peut développer une dépendance sur ce produit. Ça, c'est juste quelques articles qu'on a publiés au niveau des patients qu'on a avec le cancer. Je vais vous laisser à Maryse de les faire circuler. Alors, ça, c'est des exemples des protocoles de traitement. Alors, je marque ici le nombre de milligrammes, le nombre de grammes qu'on commence, le nombre de millilitres qu'on peut commencer avec l'usine et le nombre et le dosage et la fréquence pour les patients qui commencent seulement avec le cannabis. Alors, je peux laisser ça avec toi. Ici, c'est plus d'exemples de plans de traitement. Alors, vraiment, le nombre de milligrammes, avec quoi commencer, comment augmenter, comment choisir ou changer le type de produit de cannabis que le patient prend. Alors, si on doit mélanger peut-être le CBD et le THC, si on doit changer pour que le patient prenne rien qu'une versus l'autre, j'ai marqué les exemples ici. Je pensais que je vais y avoir plus de temps. Et aussi, on a tout récemment publié un article sur les recommandations pour les patients en soins palliatifs. C'était en collaboration avec Dr. Claude Cyr du Registre du Québec du cannabis et les médecins en soins palliatifs de l'hôpital Glenn. Alors, on a ici, dans cet article, les doses initiales, le nombre de milligrammes, le type de cannabinoïdes à choisir chez ces patients, puis comment les augmenter. Alors, j'avais mentionné qu'on avait commencé des recherches cliniques. Alors, pour les recherches cliniques qu'on a en ce moment, c'est des essais cliniques. C'est surtout avec les patients avec la douleur chronique reliée au cancer et puis qui sont en fin de vie, en soins palliatifs, en stage terminal de cancer. Les patients qui rentrent chez nous pour faire un essai clinique et reçoivent le cannabis gratuitement jusqu'à la fin de leur vie. Si le cannabis est un traitement qui fonctionne pour eux. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur notre site web pour plus d'informations sur ces essais cliniques. Alors, ça aide beaucoup pour dépanner aux patients qui ne peuvent pas procurer, qui n'ont pas les moyens de s'acheter le cannabis eux-mêmes. Et le but de ces projets, c'est pour certaines souches en particulier, c'est pour certains produits en particulier, et le but, c'est de les avoir en pharmacie. Alors, tous ces produits-là, on a déjà fait la demande pour un DIN pour que ces produits-là soient disponibles dans la pharmacie et pour qu'elles soient couvertes par la RAMQ. Tout récemment, on a commencé un autre projet qui compare le fentanyl avec le cannabis. Alors, chez nos patients en soins palliatifs, maintenant, ils sont dans un essai clinique, un autre essai clinique qui compare directement un placebo, du fentanyl et le cannabis comme traitement pour le soulagement de la douleur chronique et puis pour l'amélioration de la qualité de la vie. Je pense que c'est à peu près tout. Oui. J'allais finir avec quelques témoignages de nos patients, mais je vais vous laisser ça, le lire dans les documents que Maryse va vous fournir. Alors, merci beaucoup. Ça, c'est notre information. Vous pouvez aller aussi sur notre site web. On offre aussi des formations auprès des professionnels de la santé, des groupes d'infirmières, des groupes de médecins. On fait souvent des formations pour passer à travers tous les protocoles de traitement qu'on a développés avec nos médecins-chercheurs. Merci beaucoup.